33. Semer incertitude et panique par des actes de terreur. La stratégie de la réaction en chaîne. La terreur est l'ultime moyen de paralyser les personnes qui vous résistent et de détruire leur capacité à planifier une stratégie. Un tel pouvoir s'acquiert par des actes de violence sporadiques qui créent un climat de menace constant, une peur qui se répand dans toute la sphère publique. Le but d'une campagne de terreur n'est pas de gagner une victoire sur le champ de bataille, mais de provoquer un maximum de chaos afin que l'adversaire, poussé au désespoir, réagissent de façon absurde. Mélangés à la population, adaptant leurs actes aux médias de masse, les stratèges de la terreur créent l'illusion qu'ils sont omniprésents et donc beaucoup plus puissants qu'en réalité. C'est une guerre des nerfs. La victime d'une stratégie de la terreur doit tout faire pour éviter de succomber à la peur et à la colère. Pour planifier une contre-stratégie efficace, la victime doit demeurer calme et équilibrée. Face à une campagne de terreur, votre ligne de défense sera donc celle de la rationalité. Anatomie de la panique. À Ispahan, dans l'Iran d'aujourd'hui, vers la fin du XIe siècle, Nizam al-Mulk était le puissant vizir du sultan Malik Shah, dirigeant du grand empire islamique du moment. Nizam fut mis au courant de l'existence d'une menace certes mineure mais irritante. Dans le nord de la Perse, s'était développée une secte appelée les Ismaéliens Nizarites, disciples d'une religion qui mêlait le Coran à un fond de mysticisme. Leur chef, le charismatique Hassan-i Sabbah, avait converti des milliers de fidèles en rébellion silencieuse contre les pressions politiques et religieuses exercées par l'Empire. L'influence de ces Ismaéliens allait croissant. Le plus ennuyeux pour Nizam al-Mulk était le secret dans lequel ils opéraient. Il était impossible de savoir qui était converti à la secte et qui ne l'était pas. Ses membres cachaient parfaitement leur conversion. Le vizir surveilla leurs activités de son mieux, jusqu'à ce que lui parviennent des nouvelles qui le poussèrent à l'action. Au fil des ans, semblait-il, des milliers d'Ismaéliens convertis en secret avaient réussi à infiltrer des châteaux importants et avaient fini par les prendre au nom de Hassan-i Sabbah. Cela leur donnait le contrôle de tout le nord de la Perse. Ils avaient créé une sorte d'État indépendant au sein de l'Empire. Nizam al-Mulk était un dirigeant bienveillant, mais il connaissait les dangers qui pouvaient surgir d'une telle secte. Mieux valait balayer tout cela au plus tôt pour ne pas avoir à affronter une révolution plus tard. Ainsi, en 1092, le vizir convainquit le sultan d'envoyer 2 armées pour prendre les châteaux et éliminer une fois pour toutes les Ismaéliens nizarites. Leurs châteaux étaient solidement défendus et les campagnes alentours avaient apparemment sympathisé avec la secte. La guerre déboucha dans une impasse et les armées du sultan furent obligées de se retirer. Nizam al-Mulk comptait sur une autre solution, par exemple une force d'occupation dans la région. Mais quelques mois plus tard, comme il se rendait d'Ispahan à Bagdad, un moine soufi approcha du lit sur lequel il était transporté, sortit une dague de son vêtement et poignarda à mort le vizir. L'assassin s'avéra ismaélien, déguisé en sage soufi. Il avoua à ses ravisseurs que c'était Hassan lui-même qui lui avait confié cette mission. La mort de Nizam al-Mulk fut suivie quelques semaines plus tard par la mort naturelle de Malik Shah. Ce décès aurait de toute façon été une tragédie, mais à plus forte raison, sans vizir pour gérer la succession, l'Empire s'enfonça dans une période d'anarchie qui dura plusieurs années. En 1105, une certaine stabilité avait été rétablie et les Ismaéliens furent de nouveau au centre de l'attention. D'un seul coup de poignard, ils avaient fait trembler tout l'Empire. Ils devaient être éliminés. Une nouvelle campagne, plus ferme et plus vigoureuse, fut lancée contre la secte.
On apprit bientôt que l'assassinat de Nizam al-Mulk n'était pas un simple acte de vengeance comme on l'avait cru jusque-là. C'était une véritable politique ismaélienne, une nouvelle façon étrange et terrifiante de faire la guerre. Au cours des années suivantes, les membres clés de l'administration du nouveau sultan, Muhammad Tapar, furent assassinés d'après le même rituel. Le tueur émergeait d'une foule et portait un seul coup, mortel, avec une dague. La plupart du temps, cela survenait en public, au grand jour. D'autres fois, plus rarement, le tueur surprenait la victime dans son lit, l'Ismaélien s'étant infiltré au sein de sa domesticité. Une vague de terreur déferla sur toute la hiérarchie de l'Empire. On ne pouvait démasquer les Ismaéliens. Les adeptes de la secte étaient patients, disciplinés, et avaient appris l'art de garder pour eux leurs croyances, afin de se fondre où qu'ils soient. Et même lorsque les assassins étaient pris et torturés, ils accusaient différentes personnes, appartenant au cercle le plus intime du sultan, d'être des espions payés par les Ismaéliens ou des convertis secrets. Nul ne pouvait savoir s'ils disaient la vérité, et une épée de Damoclès pesait sur toutes les têtes. Les vizirs, les juges et tous les membres du gouvernement furent obligés de se déplacer avec des gardes du corps. Beaucoup d'entre eux se mirent à porter d'épaisses cottes de mailles, très inconfortables. Dans certaines villes, nul ne pouvait sortir de chez soi sans un permis. La population se mit à gronder. Les Ismaéliens recrutaient de plus en plus. Nombreux étaient ceux qui avaient perdu le sommeil et qui n'arrivaient plus à faire confiance à leurs amis les plus proches. Des rumeurs excentriques circulaient, lancées par les plus paranoïaques. La hiérarchie de l'Empire se déchira, certains prêchant la force pour éliminer Hassan, d'autres expliquant que le dialogue était la seule réponse possible. Entre-temps, alors que l'Empire tentait désespérément de se débarrasser des Ismaéliens, les assassinats continuaient, demeurant totalement imprévisibles. Parfois, des mois entiers s'écoulaient sans l'ombre d'un problème, puis, soudain, 2 personnes étaient tuées dans la même semaine. Cela se produisait sans rime ni raison. Aucun officiel en particulier n'était visé. Tous les ministres débattaient sans fin du schéma que suivaient les Ismaéliens. La petite secte était parvenue à dominer leurs pensées, sans même qu'ils en aient conscience. En 1120, Sanjar, le nouveau sultan, décida de passer fermement à l'action et mit en place une campagne militaire pour prendre les châteaux ismaéliens avec une force de frappe considérable. Il transforma la région en camp militaire. Il multiplia les précautions pour se protéger de tout assassinat, changeant de chambre régulièrement et n'autorisant dans son entourage que ceux qu'il connaissait bien. En veillant à sa propre sécurité, il pensait rester à l'abri de la panique ambiante. Alors que les préparations à la guerre suivaient leur cours, Hassan Sabah envoyait ambassadeur sur ambassadeur à Sanjar pour négocier la fin des assassinats. Ils furent tous renvoyés. Apparemment, la chance avait tourné. C'était maintenant les Ismaéliens qui avaient peur. Peu avant que la campagne militaire ne soit lancée, le sultan s'éveilla dans son lit un matin et trouva une dague plantée dans le sol, à quelques dizaines de centimètres de sa poitrine. Comment était-elle arrivée là? Que cela voulait-il dire? En y réfléchissant, il se mit littéralement à trembler de peur. C'était clairement un message. Il n'en parla à personne car à qui faire confiance? Il suspectait même ses femmes. Il finit la journée épuisé par la panique. Il reçut le soir même un message de Hassan lui-même. « Si je ne voulais pas le bien du sultan, cette dague plantée dans le sol dur aurait été plantée dans sa chair molle. » Cette fois, Sanjar en eut assez. Il ne pouvait envisager de passer une autre journée comme celle-là. Il refusait de vivre constamment tenaillé par la peur, l'esprit dévoré par l'incertitude et le soupçon.
Mieux valait, pensait-il, négocier avec ce démon. Il annula la campagne militaire et fit la paix avec Hassan. Au fil des ans, alors que le pouvoir politique des Ismaéliens grandissait et que la secte s'étendait en Syrie, ces assassins devinrent un véritable mythe. Ils n'avaient jamais tenté de s'échapper. Une fois leurs méfaits commis, ils étaient pris, torturés et exécutés, mais il en apparaissait sans cesse d'autres, et rien ne semblait pouvoir les empêcher d'accomplir leur sinistre tâche. Ils semblaient possédés, totalement dévoués à leur cause. Certains les appelèrent hachachines, du terme arabe hashish, parce qu'ils agissaient comme s'ils étaient drogués. Les croisés européens en Terre Sainte entendirent parler de ces hachachines démoniaques et rapportèrent cette histoire. C'est ainsi que se forma le terme d'assassin qui passa dans la langue. Interprétation. Hassan Issaba n'avait qu'un but, obtenir pour sa secte un État indépendant dans le nord de la Perse pour survivre et se développer au sein de l'Empire islamique. Étant donné son infériorité numérique face au pouvoir déployé contre lui, il ne pouvait espérer plus. Il mit donc au point une stratégie qui constitua véritablement la première campagne terroriste organisée de l'histoire, avec un but politique. Le plan de Hassan était en fait très simple. Dans le monde islamique, un dirigeant qui avait su se faire respecter était investi d'une autorité considérable. Cette autorité faisait de sa mort une véritable tragédie, qui provoquait le chaos et l'anarchie. Hassan décida donc de viser ses dirigeants, mais de façon aléatoire. Il était rigoureusement impossible de déceler la moindre logique dans ses choix. La possibilité d'être la prochaine victime était beaucoup trop perturbante pour la plupart des gens. En vérité, sortis des châteaux qu'ils tenaient, les Ismaéliens étaient faibles et vulnérables. Mais en infiltrant progressivement le cœur de l'administration du sultan, Hassan parvint à créer l'illusion qu'ils étaient partout. De toute sa vie, il ne commit finalement pas plus de 50 assassinats. Et pourtant, il gagna autant de pouvoir politique que s'il avait eu sous ses ordres une armée considérable. Ce pouvoir ne s'obtint pas seulement en effrayant les individus. L'essentiel se situait dans les effets que produisaient les assassinats sur l'ensemble du groupe social. Les dirigeants les plus faibles étaient ceux qui succombaient à la paranoïa et transmettaient des doutes et des rumeurs qui finissaient par se répandre et contaminaient ainsi les plus forts. Se produisait alors une réaction en chaîne, des émotions jaillissant de toutes parts, de la colère au désespoir, du haut en bas de la hiérarchie. Lorsqu'un groupe d'individus est pris dans une telle panique, il perd totalement l'équilibre, et la plus légère brise suffit à le faire basculer. Les plus forts et les plus déterminés finirent eux aussi par être contaminés par la peur, comme le sultan Sanjar. L'importance qu'il donnait à sa sécurité et les contraintes auxquelles il se soumettait pour se protéger révèlent qu'il était lui-même sous l'influence de cette panique. Une dague posée sur le sol suffit à le faire plonger. Nous sommes tous sensibles aux émotions de ceux qui nous entourent. Nous-mêmes avons parfois du mal à voir à quel point nous sommes affectés par les humeurs qui traversent notre groupe. C'est ce qui rend l'usage de la terreur si efficace et si dangereux. Par quelques actes de violence bien coordonnés, une poignée d'assassins fait jaillir inquiétude et désespoir. Les membres les plus faibles du groupe cible cèdent à la panique et diffusent les rumeurs et l'angoisse qui submergent progressivement tous les autres. Les plus forts répondent à une campagne de terreur par la colère et la violence, mais ce n'est jamais qu'une autre façon d'être sous l'emprise de la peur. Ils réagissent à chaud au lieu de penser avec stratégie. C'est un signe de faiblesse et non de force. Dans des circonstances normales, un individu qui a peur retrouve son équilibre mental au bout d'un certain temps, surtout s'il est entouré d'autres personnes calmes. Mais au sein d'un groupe paniqué, c'est quasiment impossible.
Tandis que l'imagination publique s'emballe, les assassins deviennent plus nombreux, omnipotents, omniprésents. Comme Hassan l'a prouvé, une poignée de terroristes peut tenir en otage un empire tout entier par quelques coups bien portés à la psychologie du groupe. Une fois que les dirigeants ont succombé à l'émotion, en rendant les armes ou en lançant une contre-attaque déraisonnable, la campagne de terreur est réussie. La victoire s'obtient non par le nombre de ceux qui sont tués, mais par le nombre de ceux qui ont peur. Proverbe arabe. Les clés de la guerre. Notre vie quotidienne est semée de peurs de toutes sortes. Ces peurs sont généralement liées à une cause bien spécifique. Une personne menaçante, un problème prêt à éclater, une maladie qui rôde ou la mort elle-même. Prisonniers que nous sommes des affres de la peur, notre volonté est momentanément paralysée lorsque nous nous mettons à imaginer toutes les horreurs qui pourraient nous arriver. Si ce sentiment perdure ou est trop violent, la vie en devient insupportable. Nous trouvons donc des moyens pour fuir ces pensées et oublier nos peurs. On se tourne par exemple vers les distractions du quotidien, le travail, la vie en société, les activités entre amis. La religion et tous les systèmes de croyance, y compris la foi en la technologie ou en la science, sont aussi source d'espoir. Ces distractions et croyances sont le sol sous nos pieds, ce qui nous permet de tenir debout et d'avancer en surmontant la peur. Toutefois, dans certaines circonstances, ce sol s'effondre, et brusquement il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. On remarque au fil de l'histoire la folie qui a pu s'emparer des masses lors de certaines catastrophes. Un tremblement de terre, une épidémie meurtrière, une guerre civile sanglante. Dans ce type de situation, ce qui nous trouble le plus n'est pas l'événement horrible en soi. Nous avons en effet une fascinante capacité à nous adapter et à dépasser les atrocités les plus improbables. Non, ce qui nous trouble le plus, c'est l'incertitude de l'avenir. La crainte que des choses terribles n'arrivent et que l'on subisse bientôt une tragédie imprévisible. C'est là ce qui mène nos nerfs à rude épreuve. Impossible de contrecarrer ces pensées par des distractions ou par la foi. Nos esprits sont assiégés d'idées irrationnelles. La peur devient chronique et intense. Elle se fait imprécise, floue. Elle se répand et se généralise. Au sein d'un groupe, la panique s'installe. C'est là l'essence même de la terreur. Une peur intense, insurmontable, que l'on ne peut canaliser et dont on ne peut se débarrasser comme du reste. Il y a trop d'incertitudes, trop d'horreurs qui peuvent survenir. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands bombardèrent Londres. On appela cela le Blitz. Les psychologues remarquèrent que lorsque les bombardements étaient fréquents et réguliers, les Londoniens s'habituaient au bruit, à l'inconfort, aux morts et au sang. Mais lorsqu'ils étaient irréguliers et sporadiques, la peur se muait en terreur. Les habitants avaient beaucoup plus de mal à gérer l'incertitude du moment où la prochaine explosion surviendrait. Une loi de la guerre et de la stratégie veut que pour prendre l'avantage, tout soit essayé et testé. C'est ainsi que des organismes et des individus, constatant l'immense pouvoir que la terreur donne sur les groupes sociaux, ont fait de cette arme une stratégie. Les gens sont malins, pleins de ressources, adaptables. Pour les paralyser et détruire leur capacité à penser de manière raisonnée, il faut créer un climat d'incertitude, de confusion, de terreur insurmontable. La terreur érigée en stratégie peut prendre la forme d'actes de destruction pour l'exemple. Les Mongols maîtrisaient cet art à merveille. Ils rasaient quelques villes ici ou là, avec une barbarie sans nom. La légende terrifiante de la horde mongole se répandait rapidement. Dès qu'ils approchaient une ville, les habitants étaient submergés par la panique et ne pouvaient qu'imaginer le pire. Dans la majorité des cas, la cité se rendait sans même se battre, ce qui était le but des Mongols depuis le début. En fait,
Il s'agissait souvent d'une petite armée, isolée, qui ne pouvait se permettre de longs sièges, ni des guerres prolongées. Il arrive aussi que l'on se serve de la stratégie de la terreur pour atteindre des objectifs politiques, pour rassembler un groupe ou une nation. En 1792, la Révolution française échappa à tout contrôle. Des armées étrangères s'apprêtaient à envahir la France, le pays était désespérément divisé. Les montagnards, conduits par Robespierre, affrontèrent la menace en se lançant dans une guerre contre les Girondins. Ce fut la terreur. Accusés de contre-révolution, des milliers de personnes furent envoyées à la guillotine. Nul ne savait qui serait le suivant. Même si les montagnards étaient relativement peu nombreux, le sentiment d'incertitude et de panique qu'ils réussirent à susciter paralysa toute volonté chez leurs adversaires. Paradoxalement, la terreur, qui est le premier exemple de l'usage des termes terrorisme et terroriste, apporta une certaine stabilité. Même si la stratégie de la terreur peut être utilisée par de vastes armées et des États constitués, dans la pratique, c'est souvent la stratégie de ceux qui sont en petit nombre. La raison en est simple. L'usage de la terreur requiert généralement d'être prêt à sacrifier des civils innocents au nom d'un plus grand bien, dans un cadre stratégique. Pendant des siècles, hormis de rares exceptions comme les Mongols, les dirigeants militaires ne voulaient pas aller aussi loin. En outre, un État qui use de cette stratégie contre sa propre population risque de perdre le contrôle de la situation et de créer un chaos dont il ne pourra se sortir. Les petits groupes n'ont pas ce genre de problème. Ils savent n'avoir aucune chance dans une guerre conventionnelle ou même dans une guérilla. La terreur est la stratégie de la dernière chance. Face à un ennemi beaucoup plus fort, ils sont souvent désespérés et se battent pour une cause qui leur tient vraiment à cœur. En comparaison, nulle considération éthique ne fait le poids. Le chaos fait partie de leur stratégie. Pendant des siècles, le terrorisme fut limité par ses outils. Le sabre, le couteau, le fusil, tous armes individuelles. Puis, au XIXe siècle, une seule campagne produisit une innovation radicale, donnant naissance au terrorisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui. À la fin des années 1870, un groupe de radicaux russes, majoritairement issus de l'intelligentsia, se mit à faire campagne pour encourager une révolution paysanne. Ils finirent par réaliser que leur cause était totalement désespérée. Les paysans eux-mêmes n'étaient pas prêts à se lancer dans ce genre d'action, et surtout, le régime tsariste et ses forces répressives étaient beaucoup trop puissants. Le tsar Alexandre II venait de lancer ce qu'on appela la terreur blanche, l'écrasement brutal de toute forme de dissidence. Il était quasiment impossible pour les radicaux d'opérer au grand jour, encore moins de répandre leur influence. Mais s'ils ne faisaient rien, la puissance du tsar ne cesserait de croître. De ces radicaux émergea un groupe qui prêchait la guerre terroriste. Il s'était baptisé Narodnaya Volia, ou Volonté du peuple. Pour que l'organisme demeure clandestin, ils étaient peu nombreux. Ils s'habillaient discrètement afin de se fondre dans la foule. Ils se mirent à confectionner des bombes. Une fois qu'ils eurent assassiné un certain nombre de ministres du gouvernement, le tsar fut de facto assigné à résidence dans son palais. Fou de rage, il n'avait plus qu'une idée en tête, trouver les terroristes et les mettre à mort. Il y consacra toute son énergie, avec pour seul résultat que la plus grande partie de son administration en fut paralysée. En 1880, les radicaux parvinrent à poser une bombe au palais d'hiver, la résidence du tsar à Saint-Pétersbourg. Enfin, l'année suivante, une autre bombe tua Alexandre II lui-même. Le gouvernement répondit naturellement par une répression toujours plus dure, instituant une sorte d'état policier. Malgré cela, en 1888, Alexandre Oulianov, frère de Vladimir Lénine et membre de la Narodnaya Volia,
manqua de justesse l'assassinat du successeur d'Alexandre, le tsar Alexandre III. La capture et l'exécution d'Oulianov mirent un terme définitif aux activités de la Narodnaya Volia, mais le groupe avait inspiré une vague d'attentats dans le monde entier, y compris les assassinats anarchiques des présidents américains James R. Garfield en 1881 et William McKinley en 1901. Avec la Narodnaya, tous les éléments du terrorisme furent dès lors mis en place. Au fusil, le groupe préférait les bombes, plus tragiques, plus effrayantes. Il pensait que s'il tuait suffisamment de ministres du gouvernement, jusqu'au tsar lui-même, le régime finirait par s'effondrer, ou par avoir recours aux pires outils pour se défendre. Cette répression jouerait sur le long terme en faveur des radicaux, en suscitant un mécontentement qui finirait inévitablement en révolution. Entre-temps, la campagne d'attentats fut couverte par la presse, vantant indirectement la cause des radicaux et leur attirant des sympathisants à travers le monde entier. Ils appelaient cela la propagande des faits. La Narodnaya Volia visait principalement le gouvernement, mais tenait aussi à faire des victimes civiles. La chute du gouvernement tsariste valait bien quelques vies, et au final, les bombes terroristes étaient moins meurtrières que leur alternative, la guerre civile. Au moins, la Narodnaya Volia montrerait au peuple russe que le gouvernement n'était pas ce bloc monolithique de puissance intouchable pour lequel on le prenait. Il était vulnérable. Les membres du groupe avaient compris que le régime finirait bien un jour ou l'autre par les liquider, mais ils étaient prêts à mourir pour leur cause. Les membres de la Narodnaya Volia savaient qu'ils pouvaient se servir d'un événement relativement mineur, l'explosion d'une bombe, pour démarrer une réaction en chaîne. La peur dans l'administration donne lieu à une violente répression, ce qui fait de la publicité au groupe et attire la sympathie des foules en renforçant l'impopularité du gouvernement. Cela joue en faveur du radicalisme, ce qui augmente la répression, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le chaos soit total. La Narodnaya Volia était un groupe faible et comptant peu de membres. Cependant, des actes de violence simples mais tragiques lui donnèrent un pouvoir disproportionné pour semer la panique et l'incertitude afin de créer les apparences de la force face à la police et au public. En réalité, sa petitesse et sa discrétion lui conférèrent un atout considérable. L'encombrante force de milliers de policiers dut, à grands frais, se mettre à la recherche d'une petite bande de clandestins qui avait l'avantage de la mobilité, de la surprise et d'une relative invisibilité. L'asymétrie des forces les rendait impossibles à combattre, tout en leur donnant une image de martyrs héroïques. Cette asymétrie poussa la guerre à son ultime extrémité. Un minuscule groupe de gens se battant contre une puissance monstrueuse, faisant de leur taille et de leur désespoir des armes puissantes. Dans tous les cas de terrorisme, la force et l'efficacité du groupuscule proviennent de ce que les terroristes ont largement moins à perdre que les armées levées contre eux, et beaucoup à gagner par la terreur. En fait, un terroriste, c'est celui qui grimpe tout en haut de la montagne et qui lance une pierre pour déclencher l'avalanche. Si rien ne se passe, il n'a pas perdu grand-chose, excepté peut-être sa propre vie qui compte pour rien. Si l'avalanche a lieu, c'est le désordre et le chaos, et il gagne l'immense pouvoir d'influer sur les événements. Le terroriste réagit souvent contre une situation excessivement statique. Dans son désespoir, il parvient souvent à briser le statu quo. On ne peut juger la guerre d'après les seules catégories de la victoire et de la défaite. Chacun de ces états a des étapes et des gradations. Dans l'histoire, rares sont les victoires qui furent totales et source d'une paix durable. De même, rares sont les défaites dont on ne se remet jamais. Ce qui rend le terrorisme aussi attractif, surtout pour ceux qui, autrement, sont impuissants, c'est cette capacité à changer quelque chose, à atteindre un but.
aussi limité soit-il. On se sert du terrorisme avec une grande efficacité, par exemple pour la publicité d'une cause. Ceci fait, la présence publique qui est établie se transforme en pouvoir politique. Lorsque des terroristes palestiniens détournèrent un avion d'El Al en 1968, ils attirèrent l'attention des médias de masse du monde entier. Durant les années qui suivirent, ils organisèrent d'autres actes terroristes, retransmis par les télévisions, notamment la fameuse attaque de 1972 aux Jeux Olympiques de Munich. Même si de tels actes leur attirèrent la haine de la majorité des pays non arabes, ils étaient tout à fait prêts à assumer cela. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que l'on parle d'eux, et que cela leur donne du pouvoir. Ainsi que le notait l'écrivain Brian Jenkins, des insurgés se sont battus en Angola, au Mozambique et en Guinée portugaise pendant 14 ans en se servant des tactiques habituelles de la guérilla rurale. Le monde n'était pas au courant de leur lutte, tandis qu'un nombre approximativement égal de commandos palestiniens, par des tactiques terroristes, sont devenus en quelques années le principal souci politique mondial. Dans un monde dominé par les apparences, au sein duquel la valeur de chacun est déterminée par sa présence publique, la solution du terrorisme offre la possibilité d'une publicité spectaculaire et immédiate. Les terroristes adaptent d'ailleurs leurs attaques et le degré de violence de celles-ci aux médias, notamment à la télévision. Leurs offensives sont trop épouvantables, trop fascinantes pour être ignorées. Les reporters comme les experts peuvent crier au scandale, se montrer choqués et faire des mines dégoûtées. Ils sont impuissants. Leur métier est de répandre la nouvelle, et ainsi de répandre le virus qui aide les terroristes à obtenir une telle publicité. Cet effet se fait ressentir parmi les petits, les impuissants, rendant l'usage du terrorisme perversement attirant pour la nouvelle génération. Toutefois, malgré toutes ces forces, cette stratégie a aussi ses limites, comme l'ont prouvé les nombreuses morts violentes de beaucoup de terroristes. Ceux qui veulent combattre cette stratégie doivent avoir conscience de cette limite et l'exploiter. La principale faiblesse est que le terrorisme n'a pas de vraies attaches avec le public ou avec une quelconque base politique solide. Souvent isolés, vivant cachés, les terroristes tendent à perdre contact avec la réalité, à surestimer le pouvoir et la marge de manœuvre dont ils disposent. Leur usage de la violence doit être réfléchi comme une stratégie pour réussir, et leur éloignement du public fait qu'il leur est quasiment impossible de garder un certain sens de la mesure. Les membres de la Narodnaya Volia avaient quelque part compris les serres russes. Mais les groupes terroristes plus récents, comme les Weathermen aux États-Unis et les Brigades Rouges en Italie, étaient tellement éloignés du public qu'ils touchaient aux limites de la folie. Dans le cas du terrorisme, une bonne stratégie de contre-attaque comprend l'isolement des terroristes et leur rupture avec toute base politique. Le terrorisme est souvent issu d'un sentiment de faiblesse et de désespoir, combiné à la dévotion à une cause, publique ou personnelle, qui mérite que l'on inflige et que l'on endure tout type de souffrance. Au sein d'un monde où le pouvoir semble aussi vaste et invulnérable, cette stratégie n'en est que plus attirante. C'est en ce sens que le terrorisme peut devenir une sorte de style, un mode de comportement qui s'est infiltré dans la société elle-même. Dans les années 1920 et 1930, le psychanalyste français Jacques Lacan se heurta aux sociétés médicales extrêmement conservatrices qui dominaient alors tous les aspects de la pratique psychanalytique. Lacan comprit qu'il était vain de chercher à traiter de manière conventionnelle avec ces autorités. Il développa un style que l'on pourrait qualifier de terroriste. Les séances avec ses patients, par exemple, s'arrêtaient souvent abruptement avant les 50 minutes réglementaires. Elles duraient autant que bon lui semblait, et parfois ne dépassaient même pas les 10 minutes. Cette provocation délibérée vis-à-vis du monde médical fit grand scandale et engendra une réaction en chaîne
qui secoua la communauté psychanalytique durant des années. Ces séances étaient aussi terrorisantes pour les patients, qui ne savaient jamais quand Lacan y mettrait un terme, et qui étaient donc forcés de se concentrer et de faire primer chaque instant, ce qui était, selon Lacan, extrêmement important. S'étant ainsi fait une large publicité, Lacan continua d'attiser les foudres par de nouvelles provocations, culminant par la création de sa propre école rivale et de sa société professionnelle. Ses écrits sont rédigés dans un style à l'image de la stratégie qu'il employait, violent et obscur. C'était comme s'il aimait à jeter de petites bombes dans le monde et qu'il profitait de la terreur et de l'attention qu'elles suscitaient. Les gens qui se sentent faibles et impuissants sont souvent tentés par la colère ou autres comportements irrationnels. Leur entourage en demeure perpétuellement sur le qui-vive, ne sachant quand surgira la prochaine attaque. Ce genre de comportement, comme d'autres formes plus graves de terrorisme, a parfois un effet paralysant sur ses cibles, qui ne savent comment résister. Puisque le moindre échange avec ce type de personnes est potentiellement très désagréable, pourquoi combattre? Pourquoi ne pas abandonner? Un tempérament violent, un acte extravagant, une explosion sans mesure, crée une illusion de pouvoir et masque les insécurités et les faiblesses. Si vous réagissez à une telle situation par l'émotion, vous entrez dans le jeu de l'adversaire en favorisant le chaos et l'attention dont il a besoin. Si vous devez gérer un conjoint ou un patron terroriste, réagissez certes de manière déterminée, mais sans passion. C'est par cette réaction inattendue que vous saurez le surprendre. Même si le terrorisme organisé a évolué et que les nouvelles technologies militaires ont augmenté sa violence, son essence n'a pas changé. Les éléments développés par la Narodnaya Volia sont toujours d'actualité. Pourtant, beaucoup se demandent aujourd'hui si une nouvelle forme de terrorisme, plus violente, ne serait pas en cours de développement, surpassant largement sa version d'origine. Si les terroristes peuvent se procurer des armes plus puissantes, disons biologiques ou nucléaires, et qu'ils ont le cran de les utiliser, leur force de frappe et le pouvoir qu'elle leur apporterait conféreraient au terrorisme une forme inédite, apocalyptique. Mais peut-être un genre nouveau de terrorisme a-t-il déjà émergé. Un terrorisme qui n'a pas besoin de la menace d'armes dites sales pour obtenir un résultat dévastateur. Le 11 septembre 2001, une poignée de terroristes affiliés au mouvement islamiste d'Al-Qaïda mena l'action terroriste la plus meurtrière de l'histoire avec l'attaque des tours du World Trade Center à New York et du Pentagone à proximité de Washington, D.C. Cette attaque présente les caractéristiques du terrorisme classique. Un groupe réduit, doté de moyens très limités, se servant de la technologie américaine à sa disposition, frappe un grand coup. On retrouve là l'habituel déséquilibre des forces, où la petitesse devient un atout, permettant au groupe de se fondre dans la masse, et d'être quasiment impossible à détecter. La terreur provoquée par l'événement lui-même créa une réaction de panique dont les États-Unis ne se sont pas encore remis. Le drame et le symbole que représentait une attaque des tours jumelles, et a fortiori du Pentagone, ont créé un spectacle atrocement fascinant qui permit aux terroristes d'obtenir une couverture médiatique maximale, tout en démontrant tragiquement la vulnérabilité des États-Unis, pourtant décrits au cours de la décennie précédente comme l'unique superpuissance mondiale. Certains dans le monde n'avaient jamais imaginé que les États-Unis pouvaient être touchés aussi gravement et aussi rapidement, mais ils se délectaient d'avoir eu tort. Beaucoup nient que le 11 septembre soit une nouvelle forme de terrorisme. Ils expliquent que cette attaque ne fait date que par le nombre de victimes qu'elle a faites. Le changement en est quantitatif et non qualitatif. Ces analystes poursuivent en expliquant que, comme toute forme de terrorisme classique, Al-Qaïda est inévitablement voué à l'échec.
La contre-attaque américaine en Afghanistan a détruit ses bases d'opération et l'organisation terroriste est maintenant la cible d'un gouvernement américain déterminé. L'invasion de l'Irak n'est qu'une étape dans une grande stratégie pour débarrasser la région du terrorisme en général. Mais il existe une autre façon d'interpréter l'événement en gardant en tête la réaction en chaîne qui est toujours le but ultime du terrorisme. L'impact économique du 11 septembre est difficile à mesurer, mais la réaction en chaîne liée à l'attaque est, de toute façon, aussi conséquente qu'incontestable. Les dépenses en matière de sécurité se sont considérablement alourdies, notamment en raison des fonds levés par les nouveaux programmes gouvernementaux. L'invasion de 2 États en guise de représailles eut également un coût militaire majeur. Toujours très sensibles aux moindres mouvements de panique, les marchés financiers ont tremblé, et la perte de confiance des consommateurs a provoqué un fort ralentissement économique. Certains secteurs ont été particulièrement touchés, notamment ceux des voyages et du tourisme. Tout cela a plombé l'économie internationale. L'attaque entraîna aussi des effets politiques conséquents. Les élections américaines de 2002 et 2004 furent clairement déterminées par cet événement. Tandis que la réaction en chaîne se poursuivait, un fossé s'est creusé entre les États-Unis et ses alliés européens. Le terrorisme vise souvent, en effet, et implicitement, à créer des divisions au sein d'alliances ainsi que dans l'opinion publique, où faucons et colombes s'alignent. Le 11 septembre a eu un impact évident et définitif sur le mode de vie et les idéaux américains, conduisant directement à une limitation des libertés civiles, qui sont pourtant la marque de fabrique du pays. Enfin, même si cela reste impossible à chiffrer, l'attaque terroriste a ralenti, voire paralysé la culture américaine au sens large. Les stratèges d'Al-Qaïda n'avaient peut-être pas imaginé cela. Nous ne le saurons jamais. Mais le terrorisme est, par nature, un coup de poker. Le terroriste espère toujours un effet maximum. Le but d'une attaque est de créer autant de chaos, d'incertitude et de panique que possible. En ce sens, les attentats du 11 septembre sont un véritable succès, dans la mesure où il s'agit bien d'un bond qualitatif en termes de virulence. Ils n'ont peut-être pas été aussi matériellement destructifs qu'une explosion nucléaire ou qu'une arme biologique, mais leurs conséquences dans le temps sont largement supérieures à celles de n'importe quelle attaque par le passé. Ce pouvoir est directement lié à la nouvelle organisation mondiale. Étant donné les interdépendances profondes de tous les pays entre eux, qu'elles soient commerciales, politiques ou culturelles, l'attaque d'un point névralgique du monde provoque une réaction en chaîne à une échelle que l'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années encore. Un système de marchés interconnectés qui dépend de l'ouverture des frontières et des réseaux est considérablement vulnérable à une réaction en chaîne. La panique qui frappait autrefois une foule ou une ville s'étend aujourd'hui au monde entier grâce aux médias de masse. Ce serait une erreur d'interprétation de considérer que les attaques du 11 septembre sont un échec parce qu'Al-Qaïda n'est parvenu ni à évincer les États-Unis du Moyen-Orient, ni à initier une révolution pan-islamique. On ne peut juger cette attaque d'après les standards de la guerre conventionnelle. Les terroristes ont généralement un but extrêmement ambitieux, mais ils savent très bien que leurs chances de l'atteindre en un coup sont quasiment nulles. Ils se contentent donc de faire le maximum pour initier la réaction en chaîne. Leur pire ennemi est le statu quo. Ainsi, leur succès se mesure par l'impact de leurs actes au fil des ans. Pour combattre le terrorisme, dans sa version classique ou dans la nouvelle version qui se profile à l'horizon, il est tentant d'avoir recours à une solution militaire en combattant la violence par la violence, en montrant à l'ennemi que votre volonté est intacte et que toute attaque future lui coûtera très cher. Le problème est que les terroristes n'ont en général rien à perdre. Pas vous. Une contre-attaque pourra les déstabiliser, mais ne les découragera pas.
Cela risque même de les encourager et de leur attirer de nouvelles recrues. Les terroristes sont prêts à passer des années à vous anéantir. Par une contre-attaque violente, vous ne faites que prouver par une réponse affective votre impatience, votre besoin de résultats immédiats, votre vulnérabilité. Ce ne sont là que des signes de faiblesse et non de force. La disproportion des forces en présence lors d'une guerre terroriste rend la solution militaire totalement inadéquate. Les terroristes sont insaisissables, se dispersent. Ils sont liés non pas physiquement, mais par une idée radicale, dans leur fanatisme. Comme le disait Napoléon Bonaparte, à bout de nerfs, alors qu'il luttait contre les groupes nationalistes allemands qui avaient recours au terrorisme contre les Français, on ne peut détruire une secte par des boulets de canon. L'auteur français Raymond Aron définit le terrorisme comme un acte de violence dont l'impact psychologique est beaucoup plus fort que l'impact physique. Toutefois, cet impact psychologique finit par devenir physique. La panique, le chaos, la division politique. Et c'est précisément ainsi que les terroristes paraissent plus puissants qu'ils ne le sont en réalité. Toute stratégie efficace de contre-attaque doit en tenir compte. Pour la gestion des conséquences d'une attaque terroriste, le plus important est de stopper la réaction en chaîne psychologique, et c'est aux dirigeants du pays ou du groupe attaqué de montrer l'exemple. En 1944, alors qu'approchait la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Londres fut soumise à une campagne de terreur par les missiles de croisière allemands V1 et V2. Hitler espérait que cet acte désespéré sèmerait la zizanie et paralyserait assez l'opinion publique britannique pour l'empêcher de poursuivre la guerre. Plus de 6000 personnes furent tuées, des dizaines de milliers d'autres blessés et des millions de foyers détruits ou endommagés. Mais le Premier ministre Winston Churchill fit en sorte que le découragement et l'inquiétude ne s'installent pas et tourna cette campagne de bombardement à son avantage. C'était l'occasion de rassembler et d'unifier le peuple britannique. Par les discours et les mesures politiques qu'il prit, il fit tout pour calmer la panique. Au lieu d'attirer l'attention sur les attaques des V1 et celles des V2, plus terribles encore, il insista sur la nécessité de rester soudés et de ne pas perdre courage. Les Anglais ne laisseraient pas à l'Allemagne la satisfaction de les voir s'incliner face à une telle campagne de terreur. En 1961, le président Charles de Gaulle fut confronté à une campagne de terreur d'extrême droite conduite par les forces françaises en Algérie et s'opposant à son plan de rendre à la colonie son indépendance. Il usa d'une stratégie similaire à celle de Churchill. Il apparut à la télévision pour dire que les Français ne pouvaient céder à une telle campagne, que le nombre de vies sacrifiées était relativement faible comparé à ce qu'ils avaient récemment subi lors de la Seconde Guerre mondiale, que les terroristes étaient peu nombreux et que pour les battre, les Français devaient s'unir et non céder à la panique. Dans ces deux exemples historiques, un dirigeant eut sur le peuple une influence stabilisatrice. Il étouffa l'hystérie latente, alimentée par les médias, qui rongeait tout le monde. La menace était bien réelle. Churchill, comme de Gaulle, durent le reconnaître. Ils prirent des mesures de sécurité. Mais le plus important était de canaliser les opinions publiques, de les éloigner de la peur et d'en faire quelque chose de positif. Ces dirigeants se servirent des attaques comme de points de ralliement, les utilisèrent pour réunir un groupe dispersé. C'est un point central, car la division est toujours l'un des buts terroristes. Au lieu d'essayer d'organiser une formidable contre-attaque, Churchill et de Gaulle conduisirent le public à prendre part à l'élaboration de la stratégie et firent des citoyens les participants actifs d'une bataille contre les forces destructrices. Lorsqu'il veille à éviter la réaction en chaîne psychologique consécutive à une attaque, un dirigeant doit tout faire pour éviter une attaque ultérieure. Les terroristes frappent souvent sporadiquement, sans schéma particulier,
d'une part parce que l'imprévu est toujours effrayant, et d'autre part parce qu'ils sont souvent trop faibles pour soutenir un effort dans la durée. Il faut savoir prendre le temps de déraciner patiemment la menace terroriste. Plus qu'une force de frappe militaire, cela nécessite un service de renseignement efficace afin d'infiltrer les rangs ennemis, pour y débusquer les dissidents, et afin d'assécher lentement mais sûrement les finances et les ressources dont le groupuscule a tant besoin. Dans le même temps, il est extrêmement important d'occuper le terrain moral. En tant que victime de l'attaque, vous avez l'avantage, mais vous risquez de le perdre si vous contre-attaquez trop agressivement. Le terrain moral n'est pas un luxe, c'est une stratégie primordiale. L'opinion publique internationale et les alliances que vous avez avec d'autres nations vous seront indispensables pour isoler les terroristes et les empêcher de semer le chaos. Pour cela, il faut accepter de se battre plusieurs années durant, le plus souvent en secret. Votre patience et votre refus de réagir irrationnellement auront un effet dissuasif. Montrez votre détermination et faites-en sentir le poids à l'ennemi, non pas en tempêtant dans l'arène politique, ce n'est pas un signe de force, mais en employant pour le coincer des stratégies froidement réfléchies. Dans un monde aux frontières ouvertes, où tout est intimement lié et interdépendant, il n'y aura jamais de sécurité parfaite. La question est de savoir quel degré de menace est-on à même de tolérer. Les plus solides peuvent gérer un certain volume d'insécurité. Le niveau de panique et d'hystérie est un indicateur du degré de triomphe de l'ennemi, tout comme le degré de rigidité de la défense par laquelle toute une société et une civilisation sont prises en otage par une poignée d'hommes. Image, le raz-de-marée. Quelque part au large, un tremblement de terre, un volcan, un glissement de terrain déplace l'eau. Une vague de quelques centimètres se propage, croît toujours plus à mesure que les fonds remontent. Elle gagne en énergie et frappe la côte avec une force de destruction inouïe. Autorité. Il n'est pire destin que d'être continuellement sur ses gardes, car cela signifie avoir peur en permanence. Jules César, 144 avant Jésus-Christ. A contrario, l'opposé du terrorisme serait une guerre directe et symétrique, un retour aux origines de la guerre où il s'agirait de se battre face à face avec honnêteté, l'affrontement d'une force brute contre une autre. C'est un mode de combat archaïque et une stratégie totalement inutile aujourd'hui.